Salut les marques, salut Smart et bienvenue sur Catch Up, le podcast qui transpire le catch. Chaque semaine, on analyse ensemble tous les shows de la WWE. Je suis RM et aujourd'hui, je serai tout seul en solo, chill, personne pour me contredire pour l'analyse de ce SmackDown du 31 mai et du Monday Night Raw qui avait lieu le 3 juin. Allez, c'est parti. Nous étions à Albany dans l'état de New York pour le show bleu. Nick Aldis est au centre du ring. Il couronne officiellement. Alors je ne sais pas ce qui s'est passé à Jeddah, mais visiblement c'était pas officiel puisque il va donc couronner officiellement la Queen of the Ring, Nia Jax, qui nous rappelle qu'elle aura son match pour le titre à SummerSlam et qu'elle veut Bayley maintenant, mais ce n'est pas Bayley qui débarque, c'est bien Chelsea Green et Piper Niven qui viennent chercher des noix et surtout qui viennent annoncer que c'est Piper Niven que Nia Jax affrontera à SummerSlam, puisqu'entre-temps elle aura pris le titre à Bayley. Alors on sait que bientôt on a Clash of the Castle évidemment hein, en Écosse. Piper Niven donc sera présente, donc on nous prépare là comme ça, on nous cuisine sûrement quelque chose avec Piper Niven autour de la carte, autour du titre féminin. Donc Bayley qui n'a même pas eu le temps d'arriver et Nia Jax y répond qu'elle s'en fout finalement qui sera la championne puisqu'elle va tout simplement la détruire et elle s'en va. Un peu plus tard, ça c'était notre intro, je vais le connecter à ce qui s'est passé un peu plus tard, quasiment à la fin du show où nous avons eu justement un match entre Bayley et Naomi contre Piper Niven et Chelsea Green. Et par la plus grande des surprises, par le plus grand des hasards, vous allez me dire, hein, c'est bien Piper Niven et Chelsea Green qui ont remporté, puisque Bayley s'en est pris, hein, Piper Niven qui avait fait tomber Naomi dans le ring. Et alors que Bayley est au sol à l'extérieur, Naomi fait son rear end sur Chelsea Green, suivi de la tentative de tomber, mais une grosse senton là de Piper Niven qui fait toujours plaisir à voir, hein. Piper Niven qui est très agile, très souple, hein, malgré son gabarit hors norme, qu'on apprécie ici évidemment. Et bien Chelsea Green, elle en profite pour faire le tomber sur Naomi. Évidemment que je dis qu'elle en profite, c'est Piper Niven hein, qui prend Chelsea Green et qui la balance comme ça sur Naomi pour l'emporter. Donc voilà, hein, les Piper Niven, Chelsea Green qui battent quand même la championne et une ex-contender au titre de championne de WWE. Je ne sais pas ce qu'il faut en tirer. Je pense qu'il ne faut pas en tirer plus que, comme je vous l'ai dit, Piper Niven égale Écosse égale le prochain PLE là dans 10 jours. Donc on va nous construire certainement. Je ne crois pas que Bayley ait un match officiel à Glasgow. Donc voilà, ma petite bille sur un petit Bayley versus Piper Niven à Glasgow. Comme ça, tout le monde sera content. Le match était sympa. La petite passe Nia Jax a fait le service minimum. L'opener était pas forcément très intéressant. Ça allait assez vite, mais j'aime toujours ce personnage de Nia Jax qui en a rien à faire de qui elle doit affronter. Elle va juste rouler sur la division et je pense que cette petit opener où on lui a redonné sa couronne à remettre sur la tête était spécialement dédié pour l'ami Giscard évidemment. On retourne en arrière avec un match. Tommaso Ciampa a battu Austin Theory. On sait que les gaillards hein, DIY sont en bisbille avec l'Australien et Austin Theory, donc l'Australien Grayson Waller hein, qui a accompagné son poteau ce soir. Grayson Waller qui en fait a un petit peu attiré les spotlights hein, sur lui et Tommaso Ciampa on a profité pour surprendre Austin Theory. Grayson Waller invectivait les commentateurs en leur disant qu'il était un petit peu à l'origine hein, du succès d'Austin Theory, de son équipe, voilà qui va créer un petit peu de grabuge puisque la semaine prochaine Grayson Waller va affronter Gargano, si je dis pas de bêtises, hein. Oui, ça me paraît logique. Voilà un match qui va être officialisé par Nick Aldis.
Bon, voilà. On n'oublie pas la tag team là, nos champions du monde du côté du show bleu, les champions par équipe. On y va doucement. On y va doucement. On sait qu'on a quand même une grosse scène tag team, mais là, on prend son temps, on fait des petits matchs à droite à gauche. C'était quand même un match tout à fait honorable. On a eu quand même des beaux neckbreakers là qui étaient sympas là d'Austin Theory qui sont toujours sympathiques. Donc c'était un match, on va dire un match fun, mais dans lequel on n'est pas forcément énormément investi. En fait, on est surtout pressé qu'on ait le match, quoi. Le match tag team entre les deux équipes. C'est surtout ça. Là, je pense qu'entre les cordes, ça va donner du fun. Je pense vraiment. Il passe encore un petit peu à côté de quelque chose là, avec Austin Theory et Grayson Waller. Ils sont fun, ils sont marrants. À chaque fois qu'ils se retrouvent avec le micro, ils ont vraiment une belle alchimie. On les a vus, hein, que ce soit en France ou ailleurs, mais finalement on les voit pas tant que ça, et je pense voilà, on les perd un petit peu là, donc il faut pas les lâcher. Il faut pas les lâcher. La suite c'est un petit match solo avec un revenant, puisque Apollo Crews, et oui, Apollo Crews est toujours sous contrat, il est toujours en CDI avec la WWE, c'est incroyable, hein, vous avez du mal à me croire, j'ai du mal à me croire moi-même. Et Andrade est toujours là, pareil qu'Andrade est pas très content depuis son retour à WWE, si on en lit les feuilles sales, les dirt sheets. Je ne lis pas les dirt sheets, mais parfois comme ça, la titraille apparaît sur mon flux et j'ai vu ça, j'ai fait, bah oui. Effectivement, Andrade, il a pas un gros programme, pourtant il a une grosse entrée, il a des gros muscles. Et là, on lui balance du Apollo Crews, c'est pas dingue. Le match était vraiment costaud par contre, attention, ces deux gabarits assez trapus là comme ça, avec un Apollo Crews qui fait plaisir à voir, toujours un petit, voilà, on se souvient du run de champion africain d'Apollo Crews là, qui s'est retrouvé ses origines avec le commandant Aziz, c'était une bonne période à catch-up, on avait beaucoup aimé. Et donc qui valide un ticket, qui valide un ticket de retour, hein, il est de retour face à Andrade. Andrade donc, qui va remporter ce match, notamment grâce ou à cause d'une intervention d'Angel, parce que Angel Garza était là pour essayer de convaincre Andrade de les rejoindre. Eh oui, Andrade qui a refusé une invitation, ça c'était avant le match, hein, de la Legado del Fantasma. Angel était allé le voir et lui fait vas-y, la Legado Fantasma, voix du futur en toi, voilà. Regarde, là, tu es mal booké, visiblement, les suiveurs, les Spartans pensent que tu es mal booké, nous, on va t'aider. Et Andrade a refusé cette avance, malgré euh, tout le travail, hein, de Legado del Fantasma, y compris de Santos Escobar, hein, qui avait fait le déplacement jusque sous le Titantron. Et quand il lui a tendu la main, l'autre latino la lui a refusé. Alors voilà, Andrade était pas content, et ben on te donne une guerre latino, voilà. Alors, voilà, on en a déjà eu. On en a même trop eu, parce que tous ces gens-là, en fait, ne font que se croiser et se croiser. Mais écoutez, on aime Santos Escobar, ici, à Catch Up. On aime également, en tout cas, certaines personnes ici aiment Andrade. Moi, j'aime Andrade. Il lui faut un manager, Andrade, par contre. Il lui faut quelqu'un, il lui faut une histoire. Et ben, on y travaille visiblement. On a eu quelques petites séquences sympas avec LA Knight aussi. LA Knight qui était en coulisses. Il dit que Logan Paul n'est pas là ce soir. Mais il va quand même le dire. Il veut le championnat des États-Unis. Et ouais, ça, vous l'avez voulu, vous l'avez pas encore eu, mais peut-être que vous allez l'avoir. LA Knight part à la chasse au titre US. Et là, la foule a complètement popé sur cette annonce. Un qui n'a pas popé, c'est Carmelo Hayes, qui transfuge, hein, de NXT depuis quelques semaines, hein, qui essaie de faire sa place dans le show bleu, et qui vient et qui dit que si Logan Paul veut parler, il peut le faire avec LA Knight, sinon il y a Carmelo Hayes, et au passage, notre Carmelo Hayes, il a botché, puisque comme il a dit ça à LA Knight, il a dit, si tu veux que LA Knight vienne te parler ou vienne te voir, je ne sais plus, mais en tout cas, il a parlé de LA Knight en parlant de LA Knight, quoi. Il a mélangé les prénoms, il a mélangé les noms, et ça, l'autre, il l'a pas loupé, il lui a dit, grosso modo, voilà, retourne apprendre ta leçon. Et donc, il a retourné un petit peu en ridicule.
Il y a eu le petit botch de Carmelo Hayes, alors sans grand diffusion. Voilà, c'est pas terrible, hein, c'est pas terrible. Il se fait pas disqualifier. Hein. Il se fait pas disqualifier. Mais il y a de la fébrilité. Il y a de l'excitation pour Carmelo Hayes, mais il y a de la fébrilité. Je pense que là, il va falloir quelques semaines, hein, quelques mois là, de rodage pour Carmelo Hayes. Voilà, visiblement, dans l'arrière-boutique, on mise gros sur ce bonhomme. Je pense qu'on lui met beaucoup de choses sur les épaules. Carmelo Hayes, on l'a envoyé carrément dans les main events. On lui a fait affronter du Cody Rhodes, du Randy Orton. Là, on le met dans les pattes de LA Knight, qui est un trash talker, un roi du mic. Qui va pas se démonter, et là il en a pas loupé une, hein. Évidemment Carmelo Hayes, voilà, il s'accroche, faut s'accrocher gamin, faut s'accrocher. Voilà, le programme va s'arrêter là, hein, pour nos amis LA Knight. C'est un petit peu le service minimum. On imagine qu'il a eu un petit dark match, peut-être même un dark match face à Carmelo Hayes. La Bloodline, qu'est-ce qui se passe du côté de la Bloodline? Et ben en coulisses, Paul Heyman dit à Solo, la stratégie là, c'est d'isoler, de maîtriser Cody Rhodes, hein, pour que quand Roman Reigns reviendra, mais il pourra lui rouler dessus. Et Solo a dit qu'ils ont Cody sous contrôle. Juste qu'il le sait pas, c'est tout. Voilà, pas de problème. C'est comme ça que ça se passe. On a un petit peu plus tard Kevin Owens qui fait son entrée. Il voulait soutenir Randy Orton en Arabie Saoudite. Voilà, parce que Randy Orton est dans son coin. Voilà, il le supporte depuis le début. Il voulait aussi s'assurer que Solo Sikoa et ses amis de la Bloodline 2.0 n'allaient pas les gêner, hein, pendant le match. Malheureusement, il a perdu. Il n'est pas là ce soir, Randy Orton, face à Gunther. Hein. Il a perdu à Jeddah. Par contre, les sales loustiques, ils sont là ce soir. Paul Heyman arrive. Voilà. My name is Paul Heyman. Il vient ici de parler d'homme à homme, de père à père. Roman Reigns, malgré tout ce qui s'est passé, il a beaucoup de respect pour KO. Tout ce qu'ils ont vécu ensemble, c'était marqué par le respect. Et le respect, parce qu'ils voyaient en Kevin Owens une sacrée menace. Hein. C'est vrai qu'ils avaient eu quand même une grosse rivalité. Ils ont eu 3 matchs, hein, les deux. Donc voilà, le respect. Par contre, Solo Sikoa, pas de respect pour Kevin Owens. Et ce soir, les criminels, c'est comme ça qu'ils les appellent, hein, les voyous de la Bloodline seront là. Et là, il ne pourra rien répondre. Donc il lui demande un petit peu d'arrêter de vouloir parler à Solo Sikoa, de s'éloigner de la Bloodline. Alors KO dit, attends, je ne vais pas tomber dans ton piège là, frérot. Je la connais, là, les deux autres, ils vont arriver par derrière, ils vont m'attaquer. Je la connais, hein. Tu passes de Brock Lesnar, Roman Reigns, Solo Sikoa, voilà, tu vas là où les affaires sont bonnes. Je vais pas tomber dans ton piège. Et là, Paul Heyman, voilà, qui commence à s'enflammer, qui dit, tu veux pas de l'aide de Paul Heyman, je t'en supplie, comprends-moi, voilà. Toute ma vie, effectivement, on m'a vu comme une menace. Pourquoi tu veux pas de mon aide? Il s'enflamme, hein, il est dans le ring avec le Canadien, et là, le petit geste, voilà, le geste d'énervement, mais incontrôlé, hein, voilà, parce qu'il est incontrôlable, c'est Paul Heyman. Il balance son micro sur Kevin Owens. Oh, alors là, Kevin Owens, il voit rouge, il commence à devenir menaçant, et c'est là que la Bloodline 2.0, les criminels, les voyous, les assassins de la Bloodline attaquent Kevin Owens, sauvé par les Street Profits. Tout ça nous donne un match derrière, puisque KO et Solo Sikoa partent dans la gorilla position, hein, basiquement pour se mettre sur la tronche. Derrière, les Ace P, Ford et Dawkins affrontent les Tongiens, Tama et Tonga, et vont perdre les Street Profits, puisque à la faveur d'un tag entre les deux frangins, les Street Profits, un tag à l'aveugle, hein, les Street Profits vont se faire avoir malgré le Frog Splash. C'est bien Tama Tonga qui va placer son flatliner, hein, pour la victoire sur le finisher de Tama Tonga, le Gremlins, le Rocket, le fou, même s'ils sont tous fous, donc ça ne veut pas rien dire dans cette faction. Et donc là, une grosse victoire, hein, propre, nette et sans bavure. Bon, un petit tag à l'aveugle, mais ça fait partie du jeu. Les Tongiens, les Street Profits, c'est à qui retombe une fois de plus. Mais tout ça tient la route, hein, tout ce beau monde s'est croisé. Hein. Dawkins avait été éliminé par Tama Tonga lors du tournoi, donc ça se tient pas mal. Et un petit programme là qui se dessine avec KO là, qui reste, hein, dans ces histoires de Bloodline, qui se retrouve un petit peu même recollé à Roman Reigns, hein.
Tout ça est très 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 intéressant, pas forcément dans l'immédiat, même si moi j'aime beaucoup, attention, j'aime beaucoup la Bloodline, mais l'idée que cette Bloodline 2.0, j'avoue que l'idée que Solo Sikoa se retrouve encore en bisbille avec KO, c'est pas aussi excitant que ça devrait l'être. Vraiment, cette Bloodline 2.0, violente, hein, cette nouvelle génération que j'applaudis, que je trouve excellente comme histoire, là, ce petit angle-là ne me satisfait pas. Voilà, je vais être un petit peu impatient. J'attends de voir un petit peu la suite. J'aimerais que Solo Sikoa et les autres se trouvent des nouveaux ennemis, en fait. Des nouveaux ennemis. Voilà, foutre le bordel ou je ne sais pas. Voilà, aller chercher. Peut-être aller chercher des noises du côté du Judgment Day, je ne sais pas. Bah non, ça c'est à rouge, n'importe quoi. Ah, c'est ça le problème, c'est qu'on est encore avec Cody, quoi. On est encore avec cette histoire de Cody. Donc, Solo Sikoa qui irait chercher Cody Rhodes, et pourquoi pas, tout simplement. Ouais, ils disent, ouais, on regarde Cody, mais pour l'instant, ils ne sont pas trop croisés. Bref, la Bloodline 2.0, voilà. Pour l'instant, c'est chaud, mais il faudrait pas que ça rechedisse. Voilà, en ressortant des vieux plats du frigo. On a quelques petites choses qui se passent dans les coulisses, et pas n'importe lesquelles, puisque on a eu Andrade et Apollo Crews. Apollo Crews qui avait attaqué Angel, ça on s'en fout, mais on a tout simplement, surtout AJ Styles qui a le regard très grave, le visage serré, des jours importants, des jours presque de deuil, là, comme ça. Il parle avec Nick Aldis, il dit qu'il a une grosse annonce à faire ce soir, et LA Knight un petit peu plus. Donc Nick Aldis accepte de donner la grande place, hein, la place du village à AJ Styles durant le main event. Hein. Il croise même LA Knight, AJ Styles, qui lui dit, c'est quoi cette histoire de retraite? C'est vrai voilà, l'autre il dit, écoute, je ne sais pas. Donc, voilà, LA Knight qui va recroiser plusieurs fois AJ Styles, ça c'était sympa. On est aussi, on va revenir à AJ Styles juste pour être complet, Jade Cargill et Bianca Belair qui ont croisé Indy Hartwell, qui était toute seule et qui va chercher du grabuge. Tout ça va se croiser la semaine prochaine. Candice LeRae a été mise sur la touche. Nia Jax cherche Genoise auprès de Michin, Michin qui est au four au moulin à NXT et à SmackDown. Michin qui était interviewé sur le cas de AJ Styles, justement. Vous voyez, tout ça se colle pas bien, ça se colle plutôt bien hein, dans le show bleu. AJ Styles, direction la Gore Position après avoir croisé Michin, après avoir salué Luke Gallows, après avoir salué LA Knight, Luke Gallows, Cody Rhodes et Karl Anderson. Là, je vous donne le quintet dans le désordre, puisque les OG, les Good Brothers, accompagnent Gallows et Anderson, accompagnent leur poteau AJ Styles, et c'est l'heure de l'annonce de la retraite, puisque c'est bien ça dont il est question ce soir dans son costume bleu lavande, bleu layette, là. Notre ami AJ Styles, il s'est lavé les cheveux, il s'est brossé, et il annonce que il est arrivé au bout de sa carrière. Voilà, 2 décennies, ça fait plus de 20 ans qu'il est sur le ring. Ils ont fait une grosse stuff pour le diplôme de son fils. Il y avait beaucoup d'amis. Et là, AJ Styles, il a eu la crise de la quarantaine. Il s'est dit, mais combien d'anniversaires, combien de grands moments j'ai loupé pour ma femme, mes enfants. C'est pas possible. Et peut-être que je devrais faire une seule chose, c'est rentrer à la maison et être un père phénoménal. Alors là, si on était à Lyon, évidemment, les champs seraient déjà partis direct. D'ailleurs, il en place une, il parle de Backlash France. Il invite Cody Rhodes après avoir fait un tout-suite avec Gallows et Anderson, et Cody débarque. Il veut le saluer, lui serrer la patte, le remercier pour l'un de ses meilleurs matchs à Backlash en France. La foule était électrique, et oui, mesdames et messieurs, c'est grâce à nous, nous agissons sur le booking, sur cette histoire qui continue ce nouveau chapitre. Mais il ne faut pas oublier que même s'il rend les clés, SmackDown restera à tout jamais la maison qu'il a construite. Il l'a fait venir, donc il rend les clés à Cody Rhodes, le câlin, mais évidemment AJ Styles, puisque vous l'avez vu venir, des flashs de Marc-Henry en rose saumon reviennent. C'était évidemment un hommage frame par frame, hein, plan par plan, puisque
Mark Henry l'a découpé ce plan sur Twitter. Il a kiffé ce passage hommage, le World's Strongest Man, la filouterie de AJ Styles qui attaque Cody. Et le show se termine sur un Styles Clash sur Cody Rhodes, porté depuis les escaliers de fer incroyable. L'histoire continue et moi je dis bravo la France, vous avez tout simplement construit la feud de l'été qui arrive là, qui arrive jusqu'à SummerSlam. Hein. J'ai du mal à imaginer qu'on n'aille pas jusqu'à SummerSlam avec tout ça, je ne sais pas. Hein. Je ne sais pas. Tout est possible. AJ Styles versus Cody Rhodes, puisque là on va aller quoi? On va aller à Clash at the Castle, il y a Money in the Bank, il y a encore beaucoup de choses. Hein. Il y aura des choses. Peut-être pas jusqu'à SummerSlam, mais un gros programme se dessine. Et c'est comme ça que ce show bleu s'est terminé. Un show vraiment bien ficelé, un show nickel entre les cordes qui fait avancer les storylines pour pas mal de monde. J'ai adoré hein, ce fil bleu, aussi bleu que la veste de notre ami AJ Styles. Et c'est ça, oui, je pense que ça va être ça, mon top. Voilà, c'est tout simplement ce petit angle. Alors, un angle sans surprise, hein. Un angle sans surprise, vous le voyez venir quand même gros comme une maison, mais j'ai bien aimé. Je pense qu'on aurait pu le travailler un petit peu plus. Je ne sais pas à quel point cette rumeur de retraite a été jouée les semaines précédentes, mais voilà, je sais qu'on parle souvent des fins de contrat, etc. On aurait pu peut-être le construire un petit peu mieux pour imaginer, peut-être mordre un peu plus facilement à l'hameçon. Là, on s'est pas caché, on a avancé à visage découvert avec cette mise en scène qui a rappelé évidemment fortement celle de Mark Henry, donc c'est mon top. Quant à mon flop, à qui je vais le donner? J'hésite un petit peu entre les tag teams, Andrade qui était pas ouf, les Street Profits. Il n'y avait pas de gros flops quand j'y repense. Si, allez, je vais le donner. Allez, je pose mes fesses. Je vais le donner. Je pose mes fesses sur la table. Je vais le donner à la promo de Kevin Owens. Je vais le donner à la promo de Kevin Owens parce que, et ce qui en découle, parce que ça me passionne pas trop cet angle avec la Bloodline. Donc voilà, tout cet angle avec la Bloodline me plaît pas. C'est chill, c'est un petit goût de chill, vous savez, alors vous avez réchauffé un truc mais pas assez, et vous avez la flemme de le réchauffer une deuxième fois. Du coup vous le mangez, c'est bon, mais voilà, ça aurait pu être meilleur quand même. Ma note, je vais donner un bon 3,5. Allez, puisque c'était quand même un show sans grande surprise. C'était un show sans grande surprise, mais on dessine quand même pas mal de matchs là pour la carte. On sent quand même que il y a toujours l'influence de ces PLE à l'étranger qui jouent. Mais voilà, AJ Styles, c'est du bon, c'est du lourd. On a eu un petit Cody. On n'a pas eu un Cody très présent ce soir, mais Cody était là au service de Sa Majesté, le roi AJ Styles. Allez, si on allait du côté du show rouge, nous sommes le 3 juin à Hershey en Pennsylvanie, et Liv Morgan débarque. Elle est la nouvelle championne. Voilà, Liv Morgan nous souhaite la bienvenue au Revenge Tour de Liv Morgan. Ça a commencé par Rhea Ripley et maintenant c'est Becky Lynch qu'elle a renvoyé à la maison. Mais c'est pas fini puisque la petite cerise sur le gâteau, c'est le petit bisou avec Domino. On a tous vu la vidéo et la musique de Domino retentit. Il arrive sous les huées, il peut pas en placer une, les huées sont trop fortes. Il dit voilà, je sais pas à quoi tu joues ma Liv là, mais mamie va pas être contente, elle joue pas le même jeu, elle va te tuer quand elle va revenir. Alors évidemment Liv Morgan rigole, elle dit ouais, c'est peut-être que toi aussi tu vas te faire tuer mon grand. Et ça s'envoie des balles comme ça, c'est des balles réelles, c'est pas à blanc là, ça tire dans tous les sens. Ben, elle dit que ça allait, tout ça en valait quand même le coup. C'est pas mal. Combien de temps quand tu vas te mentir, mon petit dom-dom, tu kiffes, t'as kiffé, t'es pas venu pour aider Rhea Ripley, pour aider Becky, pardon. T'es venu là pour... Elle s'approche comme ça, hein. Elle lui met presque la main au paquet. Ouais, là, on est plus PG, les amis, on est plus PG. Ça concerne... voilà, elle va tout prendre à Rhea Ripley, y compris Dominic Mysterio. Elle le tripote.
c'était chaud, mais c'était super bien joué. L'autre savait pas où se mettre. Ça, on sait que c'était dans sa tête, il cherchait un échappatoire. Et l'échappatoire, c'est Finn Balor qui arrive. Et Finn Balor, comme ça, toute la soirée, il avait essayé de sauver son poteau mystérieux. Noé Dum Dum, comme ça, il dit à quoi tu joues? Vas-y, va, attends, l'autre, elle s'en va. Compliqué, compliqué. Elle passe les mains dans les cheveux de Dum Dum pas partant, mais quel opener! Quel opener! J'ai adoré Liv Morgan. Je suis bien content d'avoir mis ma petite pièce sur elle depuis le début parce que là, elle joue le jeu à fond et on y croit. C'est la première fois que je crois à Liv Morgan en fait. Souvenez-vous, hein, Liv Morgan, c'est pas. Elle est habituée de ces histoires d'amourette. Hein. On en avait déjà reparlé. Hein, son histoire d'amour lesbien là qui était assez chaotique, qui n'avait rien donné. Elle a toujours été comme ça, parfois, voilà, à jouer de ses charmes. Puis après, elle jouait la fille complètement barrée. Et ben là, elle a réussi un personnage qui mixe un petit peu les deux. Elle est intelligente. Elle est intelligente, elle a un plan. Elle a un plan sur Revenge Tour, c'est nickel, c'est parfait. Ça lui donne une motivation, un objectif. Et elle utilise comme ça ses ennemis. Elle crée la zizanie et c'est parfait. Dominique Mysterio était également le partenaire idéal pour ce genre d'histoire. Je suis ravi là, de ce qu'ils font avec Liv Morgan. Vraiment, cet opener était très très cool. On retrouvera tout ce beau monde un petit peu plus tard. Allez, on enchaîne. Je vais garder le fil rouge pour le show rouge parce que sinon je vais pas m'en sortir. Bon, voilà, je ferai peut-être quelques exceptions de temps en temps. On a une interview de Sheamus. Ah, Sheamus, on l'a dit, ça va pas fort. On s'est moqué de sa tenue, on s'est moqué de son look de mec qui avait dormi dans le caniveau, qui s'était réveillé le matin au boulot, qui était allé au boulot sans prendre une douche. Ah, c'est compliqué. C'est compliqué pour l'Irlandais. Il essaie de se remotiver. Voilà, voilà. Peut-être voilà, ce soir il affronte Kaiser, pardon. Et donc il aura la chance Kaiser de rivaliser avec le Celtic Warrior. On sort un petit peu les catchphrases, on sort un petit peu le Sheamus, un petit peu old school, au point qu'on en ressort même son ancien theme song. Je sais pas si c'était fait exprès, s'il y a une couille, mais on a basculé du theme song comment ça s'appelait cette team, des Brawling Brutes, pardon, pour rebasculer celle de Sheamus, et on revient à Sheamus un peu old school. Je pense que c'est ce qu'il faut faire. C'est ce que veut le public, les énormes bro kicks, les grosses patates de forain sur Ludwig Kaiser, et Ludwig Kaiser qui va pas se laisser faire, hein, qui va claquer comme ça le Sheamus, et Sheamus qui va manquer de cardio, on va jouer là-dessus. Hein. Le cardio, Sheamus, il est costaud, Sheamus est bagarreur, hein. Plusieurs fois il va se retrouver dans le coin comme ça, à réclamer la bagarre, il voulait la bagarre. Ludwig Kaiser, mais il est fou, cet Irlandais est fou, bah oui il est fou, mais il a plus de cardio malgré tout le gros move, hein. Il a mal aux genoux, il a les genoux pétés. Kaiser en profite même pour tenter un roll-up qui est contré. On se retrouve avec des énormes patates de l'Irlandais qui prend Kaiser sur ses épaules, il monte sur le coin du ring, mais Kaiser le pousse, il lui met un énorme coup de savate pour le compte de 3. C'est dur pour Sheamus qui va se retrouver comme ça là, à devoir affronter, ce sera annoncé plus tard, à devoir affronter Drew McIntyre, je crois que ce sera à SmackDown. Grosse victoire pour Kaiser et un angle de run presque, ouais, de dernier run, hein, pour Sheamus. De dernier run, hein, ce fameux angle de vétéran qui a toujours la niaque mais qui n'a plus les poumons, qui n'a plus le cardio. Donc je suis intrigué. Je suis pas déçu comme je l'étais la semaine dernière, même que c'était ridicule. Ouais, j'étais déçu pour Sheamus parce que c'était vraiment, il était pas du tout inspiré. Là, il y a peut-être quelque chose à jouer. Sheamus qui va devoir se reprouver une dernière fois qu'il en a encore sous la semelle. C'est bien, parce qu'il était revenu précipitamment, il n'était pas en forme, il était hors de forme. Il avait fait genre que ça le touchait pas, mais là, il n'y a pas que le mental. Hein. Il n'y a pas que le mental, il y a aussi la forme, il y a tout qui joue. Et là, ce soir, il n'a pas été assez fort, donc ça, c'est un angle plutôt sympa. Dans les coulisses, on retrouve le Judgment Day, Dominique, Domino qui doit se justifier, Finn Balor qui dit attention de jouer avec le feu, Damien Priest qui débarque, dit qu'est-ce qui se passe, t'inquiète poteau, la situation est gérée, pas sûr que Rhea Ripley soit d'accord, il laisse du temps à Rhea, tout va se passer. Priest dit voilà, t'inquiète, ça va se passer, j'espère aussi. Ce soir, voilà, j'affronterai Mysterio, ce sera le main event, et Balor va affronter
Dragon Lee, voilà. C'est le moment de rappeler à tout le monde que Judgment Day dirigeront. J'ai l'impression que ça porte la poisse en général quand ils disent ça. Mais ça va pas porter la poisse, puisque Dragunov versus Finn Balor, ça va se faire venir par une victoire de Finn Balor, grâce notamment à Carlito qui vient faire le sale boulot, et McDonough qui fait aussi le sale boulot, Dragon Lee qui sait plus où donner de la tête. Ça se retrouve avec Dragon Lee qui balance un crossbody sur Carlito en bas du ring, c'était vraiment sympa. Derrière, c'est la grosse bagarre, mais Balor en profite pour placer son dropkick et le coup de grâce. Victoire de Finn Balor. Carlito derrière qui attaque Dragon Lee, mais Braun Strowman et Rey Mysterio débarquent. C'est le gros bordel, ça se tape sur la tronche. Derrière, en coulisses de Judgment Day, Damian Priest qui dit ouais, Carlito, tu veux te perdre une place, mais il va falloir aller chercher Adam Pearce et demander un match face à Braun Strowman pour régler ce problème. Donc voilà, Braun Strowman versus Carlito, ce sera un petit peu plus tard. Carlito, il a pas l'air très enthousiasmé là par cette idée. C'est le gros bordel. Carlito dit tout simplement, voilà, il se fait un petit peu charrier là par R-Truth. Par R-Truth qui débarque, qui lui dit moi j'étais dans le Judgment Day, c'était le meilleur jour de ma vie. Et le Miz qui dit mais t'es taré, mon pauvre Truth, t'es complètement fou, c'était le pire. Et là Truth dit mais attends, t'es obsédé par le JD, ça devient quand même un petit peu étrange tout ça. Les affaires, je vous fais un petit package, allez, les affaires de Judgment Day continuent avec ce match entre Braun Strowman et Carlito. Braun Strowman va éclater évidemment Carlito en moins de 2, mais derrière, Balor et McDonough attaquent Braun Strowman. C'est le gros bordel pour le Judgment Day. On en reparlera en plus dans le main event. Derrière, Mysterio qui vient pour frapper Strowman dans le dos. Dominic qui va chercher une chaise, mais Strowman le bloque. Et là, Strowman s'approche de Domino, mais Liv Morgan empêche Braun Strowman de s'en prendre à Dom Dom. Et ouais, et McDonough et Balor en profitent pour attaquer le géant. Liv Morgan s'approche de Dominic et une fois de plus, Finn Balor se met entre les deux pour empêcher voilà, voilà, qu'on puisse, le point de non-retour, C'est comme ça que se termine un petit peu ce gros angle qui a rythmé le milieu de show, même si c'est pas terminé. Formidable, parce qu'il faut que le Judgment Day qui est au four, non seulement est au four et au moulin, mais en plus, là cette fois-ci, ils arrivent à remporter certains de leurs matchs. Ouais, ils perdent pas tous leurs matchs. Bon, Carlito se fait écraser par Braun Strowman, mais derrière, eh bien, ils arrivent malgré tout à mettre à terre le géant. Et surtout, juste avant, Finn Balor a remporté un match, donc ça c'est plutôt cool, face à Dragon Lee. Et puis derrière, en coulisses, c'est toujours nickel. Ça se passe bien, on est relax, on est détente avec le Judgment Day. Les affaires reprennent, on verra ce que va faire Damian Priest. Ricochet versus Bron Breakker. Ça c'est également un petit programme. On a eu Ricochet là qui croisait... Bron Breakker qui chope Adam Pearce suite à un segment dont je parlerai après, mais qui avait lieu avant. Je vous avais dit que je suivrais le fil rouge, et ben non, je suis solo, je fais ce que je veux. Bron Breakker débarque, il va chercher des noises à Adam Pearce, et ben voilà, ton champion intercontinental, désolé, du coup je vous la fais à l'envers là. Voilà, il cherche la bagarre, il veut la bagarre, il dit voilà, donnez-moi de la compète, il dit tu veux de la compète, et ben ce soir, Ricochet va t'apprendre le mot respect. Breakker dit c'est moi qui vais lui montrer c'est quoi le respect, parce que j'ai pas eu ma place au King of the Ring. Voilà, il y a de la rancœur violente chez Bron Breakker, et ça on adore. Ricochet va se faire découper en deux par Bron Breakker, mais Ricochet il est motivé, Ricochet montre qu'il a de la niaque, et ça on aime, voilà, c'est ça qu'on aime chez Ricochet. Mais là il s'est fait démonter par Bron Breakker, qui va balancer Ricochet derrière, à l'extérieur du ring, pour le lancer contre l'escalier de fer, comme il l'a fait à plusieurs reprises. Il prend les marches d'escalier, mais les officiels l'arrêtent, et surtout Ilya Dragunov débarque et il attaque Bron Breakker. C'est le gros bordel. Ilya Dragunov, très bien, qui vient chercher des noises et qui affrontera Bron Breakker la semaine prochaine. C'est très bien. Ce petit trio marche très bien et ça nous propose des matchs haut en couleur. Et Dragunov, Bron Breakker, ça va faire des étincelles. Je vous le dis, vous le savez, mais je vous le redis, ces mecs ont de l'intensité. Et surtout, ils délivrent, et surtout, ils botchent pas leur promo.
Hein, voilà, du côté du chou rouge, on est un peu plus sécurisé. On a mis les bretelles. On a mis les bretelles et on y va. Mais les belles bretelles de Bone Breaker et qui démonte tout sur son passage. Je vous ai dit que j'étais parti dans tous les sens. Effectivement, la vidéo dont parlait le champion, que Bone Breaker veut exploser, veut péter en deux, veut briser en deux, c'est Sami Zayn. Et ouais, puisque Sami Zayn n'en a pas fini avec la Alpha Academy. Il prend le micro, il dit c'est la dernière fois on était à Pennsylvanie, c'était pour WrestleMania, on sait comment ça s'est terminé les poteaux, donc il chauffe la salle. Mais Chad Gable en a après lui, il essaie de justifier tout ça avec à cause de la famille, la Gunther, la Alpha Academy, tout ça. La vérité c'est que tout simplement ça se joue entre Gable et Sami Zayn. Cette histoire alors débarque, vient Chad, mais Chad ne vient pas. Il a envoyé l'Alpha Academy porter un message, voilà, en son nom, Otis, Tozawa, Dupree, Maxine Dupree qui sont là. Il lit le message. Maître Gable pense que Sami Zayn ne mérite pas ton temps ce soir. Ils doivent se racheter une bonne conduite auprès de leur maître Chad. Voilà la lecture de la lettre. Sami Zayn croyait être capable de retourner ces jeunes étudiants contre le maître, mais c'est une blague. Sans lui, Tozawa serait en échec en coulisses, toujours à prétendre qu'il est un ninja. Otis aurait conservé sa mallette, lui qui n'avait même pas foutu de conserver sa mallette Money in the Bank. Donc là, on balance les gros dossiers, c'est très bien. Là, la foule était vraiment genre en mode oh, enfin genre les gens se souviennent que Otis a eu la mallette, il a perdu, et genre ça fait mal de parler de ça. J'ai trouvé ça excellent, quoi. On se souvient tous que c'était une grosse blague, cette histoire de mallette Otis qu'il avait lâché aux mises. Alors là, et Maxine Dupree, évidemment, la poupée Barbie qui s'en prend une cartouche, effectivement. Donc c'est bien. Le ninja, la mallette, la Barbie, le loser, voilà, c'est formidable. La seule façon de terminer cette histoire, c'est d'avoir un match pour le titre intercontinental. Alors, Sami Zayn dit à Dupree, arrête de lire ce message. Évidemment que je vais défendre mon titre à Clash at the Castle, mais c'est face à Chad Gable, mais c'est à vous que je veux parler. Arrêtez cette humiliation. Je suis passé par là, vous êtes mieux que ce que vous êtes. Les fans le savent, et écoutez les fans. Donc voilà, le pep talk, voilà le discours de motivation de Sami Zayn. Chad Gable n'a pas le droit de décider de ce qu'ils valent tous les trois. Ils doivent se libérer de l'emprise de ce coach toxique. Et Chad Gable arrive par derrière et il attaque Sami Zayn. Il lui place une German suplex. Et là, tour à tour, Tozawa, Maxime Dupree, comme ça. Et puis Otis, ils hésitent à attaquer. Parce que Gable commence à rouer de coups, il place des German suplex, il demande à Otis de frapper Zayn, mais lui, il veut pas. Alors il donne une claque à Otis, et il le pousse dans un coin, et Tozawa met sa main devant Gable pour l'arrêter. Incroyable, c'est Tozawa qui agit en premier, c'est complètement fou. Ça vous rappelle un petit peu la Bloodline, évidemment, c'est les mêmes ressorts, et ça marche du feu de Dieu, parce que c'est une espèce de Bloodline, mais de mid-card avec des losers, quoi, des gros losers. Et Gable qui pousse Tozawa, et la Maxine Dupree qui demande arrête, Chad, arrête. Elle dit casse-toi, mets-toi à genoux, supplie-moi d'arrêter. Et la Maxine Dupree qui s'exécute et qui demande d'arrêter. C'est incroyable. Honte sur Chad Gable, et Otis s'interpose. Il s'interpose devant Chad, les deux se font un énorme face-à-face, la foule est en délire. Sami Zayn en profite pour intervenir, ça se met sur la tronche. Et Gable balance Sami Zayn sur Otis. Otis fait tomber Maxine Dupree, du coup, à l'extérieur. Et là, Gable fait croire que Sami Zayn a fait exprès. Et là, Otis attrape Sami Zayn et lui fait un... Voilà, on voit le Strong Slam, on parlait de Mark Henry. Que d'émotions, l'Alpha Academy qui est félicité par Chad Gable. Voilà, qui dit mais oui, je savais que je pouvais compter sur vous, Otis. Il met une bonne tape, t'es mon gars, il a été mon numéro 1 Clash Action. Voilà, à Glasgow, je vais pouvoir enfin, on va réaliser mon projet d'être champion intercontinental. Et c'était super bien. Et c'était du bonheur. C'est du bonheur cette storyline. Quel casting, évidemment, Chad Gable, mais top niveau, mais tout le monde est bon. L'Alpha Academy, les étudiants, voilà, ils sont parfaits, Otis, Tozawa, Maxine Dupree, là, c'est bien, et on nous fait mariner, ils se rebellent pas encore, mais un petit peu quand même. J'ai bien aimé, là, où ils sont tour à tour, ils s'entraident, en fait. Ils s'en prennent pas de plein, voilà, directement
à Chad Gable, mais ils s'entraident. Ils s'entraident. Ils essayent de se protéger. Ils essayent de se protéger. L'esprit de corps. L'esprit de corps des Marines, tout simplement. Et ça marche. Et ça marche. Et ça marche. Et on n'en peut plus. On n'en peut plus. Et ça va être l'explosion. Quand ils vont se rebeller. Quand Otis va porter un World Strongest Slam sur Chad Gable. Mais vous allez popper comme des fous. Je le sais d'avance. Je le sais d'avance. C'est le bordel en coulisses, voilà, Rey Mysterio, Carlito, le bordel avec le Judgment Day. Qu'est-ce qu'on a? Qu'est-ce que c'est que ça? Kiana James qui bat Natalia. Ok, pourquoi pas? Voilà, simplement. Allez voir Adam Pearce et bravo, elle a un match, parce qu'elle a de grands projets pour Monday Night Raw. Et battre Natalia, voilà, sera une occasion de montrer ce qu'elle peut réaliser. Donc elle a son match, donné par Adam Pearce. Natalia qui est un peu dans cette storyline interminable, qui reboot tous les 6 mois de vétérans, qui veut montrer qu'elle a encore sa place, qui affronte des rookies, et elle perd. Je sais pas. Surtout que plus tard, elle croise Sonya Deville, ou plutôt Sonya Deville arrête Natalia et elle lui dit c'est le moment, enfin Natalia dit que c'est le moment du changement. Elle dit bah faut qu'on se parle plus tard. Ok. Mais Natalia, ça fait 5 ans qu'elle nous dit que c'est le moment d'un changement, que ça suffit, et elle revient avec ses oreilles de chat. Donc je sais pas. C'était nul. C'était nul. En fait, je n'ai pas aimé que Kiana James ait un match alors qu'on commençait, elle avait un angle d'assistante du général manager auprès d'Adam Pearce. Et je comprends pas pourquoi on nous balance un match. Ça, c'est une erreur. Une erreur de faire des managers, des valets, de les balancer dans des matchs. Et on les reverra jamais. Je pense qu'on ne reverra pas Kiana James entre les cordes à Monday Night Raw. Avant 3 mois. Donc, c'est complètement débile. On pourra la voir. Je reviens sur ce que j'ai. La rivalité, ce serait Kiana James versus Sonya Deville. Sonya Deville, je sais pas ce qu'elle fout. C'est pareil. Je suis heureux, content de retrouver Sonya Deville. Mais elle est revenue vraiment par la petite porte. Mais, malgré tout, c'est assez intéressant, si je puis dire, ce qu'elle est en train de faire. Elle est en train un petit peu de faire du management par derrière. Puisqu'elle encourage Shayna Baszler et Zoey Stark pour leur match de championnat. Elles vont avoir un match de championnat, elles vont aller chercher les championnes tag team. Ok. Donc ok, c'est sympa. Enfin c'est sympa. Non, c'est pas sympa. Il y a des intentions là. Mais c'est bizarrement construit. C'est pas bien construit. C'est pas bien construit. Ce qui se passe avec Kiana James, avec Sonya Deville, c'est pas super bien fait. Bref, le New Day. Interview. Sur leur bisbille avec Karen Cross et le Final Testament, Judgment Day, New Day, Final Testament. Quel nom à la con quand même, il faut le dire. Nos amis là de Karen Cross. Je suis en train de taper là parce que c'est Claudie. Oui, c'est ça, Claudie. J'ai même pas besoin de chercher Claudie de Dickenac, j'ai retrouvé la dernière fois. Notre ami Claudie. C'est assez ridicule tout ça. C'est assez ridicule. Mais il y a pareil, il y a une intention. Il y a une intention avec ce Karrion Kross qui vient essayer de foutre le bordel. Grosso modo, voilà, il vient foutre la zizanie. Dire les chants sont peut-être moins forts, mais de New Day, mais la positivité est là, mais il frappe toujours fort. Et dit Kross qu'après ce soir, Xavier Woods n'aura plus besoin de suivre Kofi Kingston, puisque le New Day affronte les Authors of Pain, et accrochez-vous, les AOP vont battre le New Day. Voilà, AOP qui ne faisait que perdre, ils vont battre des multiples champions du monde, une des plus grosses équipes de l'histoire de la WWE, puisque Kingston est occupé diversion par Karrion Kross aux alentours. Donc ce qui empêche Xavier Woods de donner le tag, et AOP en profite pour gagner. Ouais, bon voilà, on retombe un petit peu, mais c'est pareil, il y a une
volonté de vouloir raconter quelque chose. Karrion Kross, ce clan ne va pas. Il doit avoir un clan de motards, de bikers, je ne sais pas moi. Et pas de mecs complètement dark. Là, c'est assez chelou. Paul Ellering, là, complètement inutile. Renvoyez-le. Il pourrait avoir, ou alors faudrait avoir un autre rôle. Je pense qu'il faut vraiment jouer un peu la carte de la lucha underground, faire un truc un peu over the top, quoi. Mais avoir une espèce de clan, un peu de motards, là, avec Paul Ellering, le vieux qui gère un petit peu les affaires, Scarlett, la bimbo qui vient un peu foutre le bordel, Karrion Kross, voilà, le leader, et puis les deux acolytes. Enfin, c'est très simple, à vrai dire. Ça devrait marcher de façon très très simple, je sais. Après, voilà. Ces mecs ont zéro charisme, donc ça n'aide pas non plus. Je pense que, en fait, c'est peut-être ça s'arrête là, tout simplement, hein, que t'as pas de charisme. Un autre cas du charisme, c'est Jey Uso. Alors, Jey Uso, service minimum ce soir, mais il vient annoncer sa présence au Money in the Bank. Voilà. Grosse pop ce soir, donc un bain de foule. C'était sympa. C'était sympa, ce main event Jey Uso qui vient prendre son bain de foule. Au passage, on a quand même un mec. Souvenez-vous, hein, la Bloodline Civil War, c'était l'année prochaine. Et oui, on était là, nous aussi. Il a perdu son frère, son cousin, sa famille. Et voilà, toujours là à se battre, seul. Et il annonce Money in the Bank. Et c'est vrai que ça va être un gros prétendant pour la manette, la Jey Uso. À Money in the Bank, ça va être cool. Une bonne promo de Jey Uso. Au passage, il y avait un mec, un père de famille, là, qui avait la chance d'être à côté de Jey Uso pendant toute la promo. Le mec a passé 90% à filmer Jey ou à se filmer lui et pas kiffer la vibe. Et il a dû se rappeler qu'il avait un gosse 10 secondes avant la fin, puisqu'il il a pris son gosse puis il l'a mis à côté de Jey Uso, qui lui était complètement fou. Donc ça se trouve, le mec de kiffe même pas le catch, c'est juste qu'il a accompagné son gamin, je ne sais pas, mais le mec a juste tout loupé, quoi. Il a pas kiffé d'être avec Jey Uso, il a pas kiffé la vibe, et il a oublié son gosse. C'est n'importe quoi. Profitez du moment. Et les Français, je sais que vous pouvez le faire, puisque quand on voit les vidéos, les images, le public de France n'avait pas tout le temps son smartphone dès qu'une superstar débarquait, mais a bien profité à faire du check, à kiffer la vibe. C'est ça. Alors, on a aussi les sorcières là qui viennent foutre le bordel là, avec Jade Cargill et Bianca Belair. Voilà, c'est les sorcières. Après le combat entre justement Jade Cargill et Bianca Belair, qui affrontait Shayna Baszler et Zoey Stark, qui ont en fait, c'est pareil, c'était mal foutu. Je suis désolé, mais là c'est sur le problème, peut-être, mais il y aura plus de flops, hein, pour ce Monday Night Raw. Forcément, on n'est plus garni, mais c'est du grand n'importe quoi. La promo des championnes était à la ramasse, tout simplement, parce que Shayna Baszler et Zoey Stark ont simplement invité Jade Cargill et Bianca Belair à venir pour un match, hein, de championnat, tout simplement. C'était quand même important. Baszler et Zoey Stark qui sont bien montés. J'aime bien, je les aime bien. Elles sont remontées, elles y vont. Elles vont pour la bagarre. Mais ce soir, il n'y aura pas de surprise, puisque les sorcières, justement, vont intervenir, hein, Alba Fire et Isla pour attaquer Bianca Belair. Et le match va être arrêté, voilà, après le KOD. Donc c'est du grand n'importe quoi. Disqualification, et tout ce beau monde va se retrouver, vous l'avez deviné, à Glasgow. Attendez, c'est Glasgow ou Cardiff? On s'en fout. Enfin, on s'en fout. Si vous avez un billet... je sais pas que vous avez pris le bon billet d'avion. Oui, ça peut pas être à Cardiff, parce que Cardiff c'est au Pays de Galles. Faut que je révise ma géographie. C'est évidemment à Glasgow. Enfin bref, c'était pas très excitant tout ça. C'était un match un petit peu pour du beurre. On avance et on arrive à notre main event. Rey Mysterio versus Damien Priest. Et c'est même pas pour le championnat. Donc là, petit carton. Damien Priest n'est pas obligé de faire des matchs de championnat à chaque fois qu'il y a un match. Hein. C'est le piège auquel il faut pas tomber. C'est bien les champions qui ont des matchs, sans forcément que ce soit pour le titre. Mais là, c'est face à Rey Mysterio. Je suis pas certain qu'on aura un Rey Mysterio versus Damien Priest 2, hein, quand même. Donc là, on aurait pu mettre un petit match de championnat. Allez,
Gros combat. Mais pas forcément une alchimie de dingue entre les deux latinos. Rey Mysterio, Damian Priest, ça communique pas des masses. Damian Priest, on a l'impression qu'il veut pas faire du mal à Rey Mysterio. Rey Mysterio n'arrive pas à se connecter avec Damian Priest. C'était quand même, il y a eu des beaux moves. En fait, on a eu des beaux moves, mais c'était un petit peu décomposé. C'était pas hyper fluide, malheureusement. On a eu Razor Edge sur le coin qui était bloqué, Mysterio qui a placé une super Rana, le 619 qui est préparé, le Frog Splash pour le couvrir, mais ça ira jusqu'à 2. Et là, on a toute la clique et les claques qui débarquent, les Carlito, le Dragon Lee qui vient repousser Carlito, McDonough, JD et Balor qui arrivent pour attaquer Dragon Lee, Mysterio qui place un énorme saut suicide, Mysterio retourne sur le ring et Damian Priest qui le chope avec son énorme choke slam pour le compte de 3. Damian Priest n'a pas le temps de célébrer sa victoire en main event que Drew McIntyre débarque. Il lui place un futur choc DDT, la Claymore Kick, mais le Judgment Day débarque. Ils se font repousser sans problème par l'Écossais. Drew McIntyre qui arrive, il balance la table des commentateurs et nettoyé. Il chope Damian Priest par le cou. Damian Priest chope l'Écossais, vous vous trompez pas, et non pas le Gallois, par le cou, et il lui place un énorme chokeslam à travers la table des commentateurs, et le show se termine avec la célébration de Judgment Day qui s'en tire très très bien ce soir, qui s'en tire même très très bien pour ce week-end, vraiment, le Judgment Day était chaud bouillant sur ce Monday Night Raw. Ils ont raison, c'est eux qui run le show, c'est eux le fil rouge du show. Bravo à eux. Bravo pour cette grosse victoire de Damian Priest qui arrive même à repousser les attaques de Drew McIntyre. Ça, c'est très très. Alors, il va y avoir encore du smack, des shows d'ici là, évidemment. Mais grosse victoire de Damian Priest. C'est comme ça que se termine ce show qui était costaud, une fois de plus. Costaud. Mon top, je vais le donner évidemment je vais le donner à cette séquence avec Chad Gable et à l'Alpha Academy. Je vais le donner aux juniors de l'Alpha Academy qui ont super bien joué. C'était fantastique. Si je ne l'aurais pas donné, je l'aurais donné au Judgment Day qui était formidable, impeccable du début à la fin. Je réfléchis en même temps à mon flop. Mon flop, je vais faire quoi? Je vais le donner, allez, j'ai hésité, mais je vais le donner à Kiana James. Ce match-là, qu'est-ce que c'est que ça? Ça tombe de nulle part, c'est n'importe quoi. Ça ne me plaît pas. Voilà, ça ne me plaît pas. Rien de dramatique, mais pour moi, ça sent le faux départ. Ça sent le faux départ. Attention les filles, là, déjà, c'est pas bon. Ça me fait peur. Ils me font peur, ces montées d'NXT. Kiana James n'a pas fait grand-chose à NXT, mais elle a prouvé qu'elle avait un personnage. Et c'est ça qu'il faut jouer. Et il faut jouer là-dessus, sur ce côté manager. Voilà, c'est bien ce qu'elle fait avec... C'est bien ce qu'elle faisait avec Adam Pearce, là. Là, le match, n'importe quoi. Allez. Tort partagé avec Natalia et sa promo de il faut que ça change. Alors, ça, c'est la cerise sur le gâteau, comme dit Liv Morgan. Ah ouais, j'aurais pu le donner aussi à Liv Morgan. Et Liv Morgan, je la mets dedans. Oh là là, il y a trop de top. Je sais pas, est-ce que je donne à Chad Gable et Liv Morgan? Ah, Liv Morgan, je sais que je pourrais lui en redonner. Voilà, c'est le choix du roi. Ma note, c'était quand même, il y a eu du lourd, il y a eu du costaud. Tout n'était pas parfait parce qu'on est à Monday Night Raw, mais c'était quand même, c'était généreux. Et on a eu quand même du All-Star. Là, je vais donner un 4. Allez, je me fais plaisir, je donne un gros 4. Grâce au Judgment Day, grâce à Chad Gable. Voilà. C'est les patrons ont porté le show. Et c'est tout. Il y a eu aussi le Braun Breaker. Là, c'est pareil. Dragon a fait même ricochet. Ça, c'est excellent. La tag team. Les tag teams, c'était un petit peu plus en retrait, malheureusement. Mais pour le reste, c'était énorme. C'était énorme. C'est comme ça que se termine mon petit solo chill là, sur ce super catch-up. Je vous remercie de m'avoir suivi. Je vous rappelle que Catch-up, c'est le podcast qui analyse tous les shows de la WWE. Pour ne manquer un épisode, c'est simple et c'est gratuit. Je vérifie en même temps que l'enregistrement, oui, c'est bien déroulé, c'est magnifique. Voilà, pas de Giscal pour foutre le bordel, pour débrancher les câbles sans faire exprès ou en faisant exprès. Nous sommes donc présents sur toutes les bonnes plateformes de podcast. N'hésitez pas à nous rejoindre sur notre Discord. Le lien est dans la description. Les réseaux sociaux également. Tout est là, tout est prêt. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé. Comme j'étais là tout seul, j'ai pas eu personne pour me contredire.
Donc est-ce que vous êtes d'accord avec moi? N'hésitez pas à venir nous donner, vous partager votre avis, soit en commentaire sur YouTube ou à venir directement nous rejoindre sur le Discord. Je connais un petit peu déjà vos avis, hein. Je vous ai lu. Je vous ai lu. D'ailleurs, j'en profite, allez, avant de quitter, je vais faire quelque chose qu'on ne fait pas souvent. Et là, comme je suis tout seul, voilà, je vais rechercher, je viens, voilà, allez. Je vais faire ça dorénavant quand je serai tout seul. On chill. Je vais lire Docteur Yatus, qui nous a donné son top à Bronebreaker et Ricochet. Il commence à voir Bronebreaker au-delà de son côté fils prodigué, oui. Il n'est pas qu'un fils d'eux, Bronebreaker. Voilà. Par contre, il est devenu un fils d'eux, à vous de compléter. Un autre genre de fils d'eux. Son flop, il le donne, ah oui, eh ben, je fais bien. Il le donne au plan séquence pendant le match des tag teams. Et oui, il est intéressé et perturbé, alors il le met en flop, mais un flop pas sûr. Et oui, le doc, qu'est-ce qu'il nous fait là? Puisque j'en ai pas parlé, mais ça j'ai kiffé. Un énorme plan séquence pendant le match de championnat tag team. En fait, ça, je me suis posé la question, je n'ai pas regardé une deuxième fois, mais j'ai pas l'impression que ça a commencé dès le début ce plan séquence. À vérifier, à vérifier. Vous me dites-le moi en commentaire. En fait, tout d'un coup, il s'est passé. J'ai vu qu'est-ce qui se passe. Et on les connaît maintenant, les plans séquences. Mais là, le plan séquence, il a duré pendant tout le match. Et franchement, c'était génial. J'étais absorbé. Voilà. Ça arrivait sur un match totalement random. Mais ça marchait très, très bien, puisque c'est un match assez court. Donc, du coup, faut que je me pose vraiment la question. Est-ce que le match, si ça n'a pas duré tout le temps du match, c'est un peu une occasion manquée. C'est la réflexion que je me suis fait. Je me suis dit, attends, mais ça n'a pas duré tout le match. C'est dommage si ça n'a pas duré tout le match. Parce qu'il a fallu faire une petite Brian De Palma, là. Un petit Brian De Palma, ou même un petit The Bear, là. Hein, un petit plan séquence total. Voilà. Mais c'était formidable. C'était vraiment très très beau. Et le catch comme ça, en plan séquence, c'était vraiment magnifique. C'était vraiment magnifique parce qu'il y a tout. Il y a eu les near fall, il y a eu les tags, il y a eu l'intervention des sorcières. Tout était en fait en plan séquence. Donc c'était un travail d'orfèvre, là, de haut vol, sans filet, là, bravo. Donc là, bravo aux filles, en fait. Voilà, bravo aux filles. Je suis bien content de ne pas leur avoir donné mon flop, finalement, à chaque team. Même si c'est pas dinguissime, elles sont sauvées, non pas par le gong, mais par le plan séquence. Voilà, j'ai bien fait de lire le doc, qui place un 3,75, voilà, il est proche du 4 aussi. Sentiment de développement des histoires au bon rythme, on est d'accord. Beaucoup de monde qui s'agite dans tous les sens, l'envie de tous les suivre. Ben voilà, le doc, c'est ça. Et ça, c'est beau, hein, parce qu'il y a du monde, j'ai dit. Voilà, il y a du monde. Letty aussi adore voir ce renouveau du Judgment Day. Elle est impatiente de voir ce qui va se passer avec le retour de Rhea Ripley. Voilà. Otis qui fait pop la foule pour Giscard. Bravo, Chad, merci pour les travaux. Il pense que ça n'ira pas plus loin pour cette histoire. Ça va rester dans de la mid-card après la séparation. Et nous annonce déjà un retour complètement dingue pour Rhea Ripley, la giga babyface de la mort. Allez, je vous laisse et je vous souhaite à toutes d'ici là une bonne semaine, pleine de catch. Salut, salut.